Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va voir les fonctions génératrices. Donc, en fait, c'est probablement le concept peut-être le plus, disons, le plus abstrait que vous allez voir dans toute la session. Donc, c'est pas quelque chose de nécessairement compliqué, mais c'est abstrait. Donc, si vous avez besoin, ça se peut que vous ayez besoin de revenir sur certains concepts en cours de route. Okay? Donc, faut pas trop... j'essaie de présenter les choses pour que ça soit le plus simple possible pour vous. Mais c'est clairement des trucs un peu plus abstraits là, par rapport à... En fait, c'est comme je dirais, c'est le point culminant de l'abstraction qu'on voit dans le cours. Okay? Donc, un petit rappel d'abord. On avait vu les différentes collections et énumérables. Donc, on avait les strings, les arrays, les lists, qui sont les collections qu'on a vues jusqu'à maintenant, et énumérables, qui en fait est une interface, et qui est une apparence que peuvent revêtir en fait les collections. Donc ici c'est marqué des objets, mais interface c'est une énumérable, c'est une apparence que peuvent revêtir les collections. Okay. Donc il y a certaines différences entre les collections elles-mêmes et énumérables, entre autres sur la façon de compter, la façon d'accéder aux éléments, est-ce que c'est mutable, non, etc. Okay. Maintenant, un petit rappel aussi sur la classification des fonctions. Donc, on peut catégoriser les méthodes et les fonctions selon de nombreux critères, okay, parmi lesquels on a est-ce que c'est une méthode statique ou non statique, c'est-à-dire d'instance. Est-ce que c'est une méthode paramétrée ou non paramétrée? Est-ce que c'est une méthode qui retourne rien ou qui retourne quelque chose? Encore, est-ce que c'est une méthode nommée ou déclarée ou une méthode anonyme, c'est-à-dire un lambda? Donc, voici certains types particuliers de fonctions telles qu'on les a vues précédemment. On a vu d'abord les actions, qui sont des fonctions non paramétrées qui ne retournent rien, okay, qui sont statiques, nommées ou anonymes. On a vu les actions P, okay, qui prennent n'importe quel paramètre de type P, ou T. Des fois on met P, des fois on met T, et qui ne retournent rien. Ça peut être des fonctions statiques ou anonymes. Il y a la même chose, action P1, P2, P3, ben c'est une action qui prend en argument 3 paramètres de type P1, P2 et P3 respectivement. Okay. Après ça, une fonction de P dans R, okay, c'est une fonction qui prend un paramètre de type P puis qui retourne un type R. Et parmi toutes ces fonctions-là, il y en a un type particulier qui nous est d'intérêt particulier qui s'appelle un prédicat. Donc un prédicat, c'est une fonction de P dans bool. Donc, une fonction booléenne qui prend un argument de type P. Okay. Maintenant, les fonctions génératrices. Donc, une fonction génératrice, qu'on appelle aussi un générateur, okay, c'est une fonction qui produit une énumération. On pourrait aussi dire un flux, ou on pourrait aussi dire une séquence de données. Okay. Donc, il n'y a pas de... J'aime bien le terme flux, en fait, parce que je trouve que ça correspond bien à ce que c'est. Donc, un flux, mais quand on regarde en C#, la façon dont on écrit, dont on code une fonction génératrice, on retourne un i énumérable, comme on le voit ici. Donc, c'est pour ça que je dis qu'une fonction génératrice, c'est quelque chose qui retourne une énumération. Okay? Parce que ça retourne un i énumérable. Mais en réalité, ce i énumérable-là est un flux en ce qui nous concerne. Okay? Donc, en C#, une fonction génératrice doit obligatoirement retourner un i énumérable et doit obligatoirement utiliser non pas des return, mais des yield return. Okay. Donc ici, vous en avez un exemple de fonction génératrice en C#. Donc on a une fonction génératrice qui s'appelle générer 1, 2, 3. Donc c'est une fonction génératrice qui va générer les entiers 1, 2 et 3. Évidemment, c'est une fonction incroyablement simple, mais l'idée est là, on commence par le plus simple pour aller vers le plus complexe. Donc cette fonction-là retourne un i énumérable int, parce que c'est une énumération d'entiers ou un flux d'entiers. Cette fonction-là génère un flux d'entiers. Et les entiers ainsi générés sont 1, 2 et 3. Donc
yield return 1, yield return 2, yield return 3. Donc, la même chose que vous remarquez dans une fonction génératrice, c'est qu'on peut retourner plusieurs choses consécutivement. C'est une fonction qui peut retourner plusieurs choses consécutivement. Okay? Donc, comment on ferait pour utiliser cette fonction-là? Ben, on l'a ici, donc dans un static main. On pourrait faire un for each, donc pour chaque entier i dans le flux généré par la méthode générer 1, 2, 3. Donc, générer 1, 2, 3, ici, génère un flux. Donc, pour chaque entier généré par le flux de données engendré par la méthode générer 1, 2, 3, afficher numéro avec l'entier. Ça va évidemment donner numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le même programme que vous avez ici, hein, on pourrait aussi le coder en Python, juste pour vous donner une idée. L'idée, c'est pas d'apprendre le Python, mais c'est juste pour vous dire que ces fonctions génératrices-là, c'est pas quelque chose qui est propre au C#, c'est quelque chose qui est propre à la plupart des langages de haut niveau modernes, dont le Python, okay, qui est un des langages que j'apprécie énormément aussi avec le C#. Donc, la fonction génératrice en Python est aussi simple que ça. Define, générer 1, 2, 3, 2 points, yield 1, yield 2, yield 3. Okay. Ça, c'est la fonction génératrice en Python. C'est l'équivalent de ce que vous avez ici en C#. Évidemment, en Python, vous n'avez pas de type. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est des entiers, des choses comme ça. Okay. Et après ça, le for each que vous avez ici, en Python, devient pour n dans générer 1, 2, 3, afficher, print, numéro n. Donc ça, ce truc-là ici, c'est exactement la même chose que ce que vous avez ici. Et ce programme-là ici, Python, va afficher exactement ce que vous avez ici en C#. Donc ces deux programmes-là sont parfaitement équivalents, l'un étant écrit en C#, l'autre étant écrit en Python. Okay. Donc, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous avez un langage de programmation, puis vous avez yield quelque chose, vous savez que dans 99% des cas, vous êtes en face d'une fonction génératrice. Donc, en Python, c'est yield, puis en C#, c'est yield return. Alors, connexion potentielle de données. C'est important de comprendre qu'il n'y a aucune liste, aucun tableau qui est créé au moment de l'appel d'une fonction génératrice. Donc, les données sont plutôt générées au fur et à mesure, donc à la demande par le programme. Ça, c'est ce qui s'appelle l'évaluation paresseuse. Okay. En anglais, on dit lazy evaluation. Okay. Donc, l'évaluation paresseuse. Donc, les données sont générées à la demande. Comment on peut s'en rendre compte? On peut s'en rendre compte de la manière suivante. On a toujours notre méthode générer 1, 2, 3 qui est ici. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'après avoir fait le yield return 1, on affiche un message WriteLine, continuer après avoir généré 1. Après yield return 2, on affiche continuer après avoir généré 2. Et après yield return 3, on affiche fin. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par afficher ici WriteLine, on affiche un for each. Après ça, on fait for each i in générer 1, 2, 3, WriteLine numéro i. Donc, c'est la même chose qu'on avait ici. For each 1, 2, 3, WriteLine i. C'est la même chose. OK, donc si maintenant on regarde la sortie, on regarde ici, for each, la sortie, on affiche numéro 1. Après ça, on affiche continuer après avoir généré numéro 1. OK. Continuer après avoir généré numéro 1. Après ça, on affiche numéro 2. Après ça, on affiche continuer après avoir généré numéro 2. Après ça, on affiche numéro 3. Et après ça, on affiche fin. OK. Donc ici, le for each, il prend le i. Le générer 1, 2, 3 génère pas tout de suite 1, 2 et 3. Dans la première fois qu'on fait appel au for each, il va chercher, en fait, le 1 qui est ici. Après ça, la deuxième fois qu'on passe dans le for each, il exécute ça, puis après ça, il va chercher le 2. La troisième fois qu'on passe dans le for each, il exécute ça. C'est-à-dire, il retourne, excuse-moi, il exécute ça, puis il retourne 3. Puis après ça, la dernière fois qu'il passe dans le for each, mais que ça retourne rien, il affiche la fin qui est ici. OK? Donc, générer 1, 2, 3, ça retourne pas 1, 2, 3. Ça retourne
cette séquence, ce flux-là d'actions qui va être faite. OK? Puis ces flux-là vont être faits au fur et à mesure. Encore mieux que ça. Ici, par exemple, OK? On prend element at. Donc, on fait générer 1, 2, 3, element at 2. Donc, l'élément en position numéro 2 de 1, 2, 3, c'est quoi? C'est 3. OK? Parce qu'on génère 1, 2 et 3. Donc, l'élément en position 2, c'est 3. Alors, voici qu'est-ce qu'on va afficher dans element at. Okay. Donc, on va commencer par aller faire yield return 1. On va passer par-dessus. On va exécuter ça. On va faire yield return 2, mais c'est pas lui qu'on veut. On va exécuter ça. On va faire yield return 3, c'est lui qu'on veut. On l'a trouvé, notre élément en position 2. Fait qu'on va retourner 3, puis on va l'afficher. Mais on n'exécutera jamais la fin qui est ici. Donc, la fin ne sera jamais exécutée. Si on a fait element at 1, on aurait juste retourné 1 ici, puis ça aurait été jamais exécuté, puis ça non plus. Si on a fait, pas at 1, excuse, at 0, on aurait obtenu ce qui est ici. At 1, on aurait fait yield return 1, on aurait affiché ça, puis on a fait yield return 2. Okay. Donc, la fonction génératrice s'exécute au fur et à mesure qu'on demande des choses. Même chose si on fait un count maintenant. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est que quand on fait un count sur une fonction génératrice, il faut générer tous les éléments pour pouvoir les compter. Parce qu'on ne sait pas d'avance combien il va en avoir d'éléments. Ça se pourrait qu'ici, dans ma fonction génératrice, j'ai une boucle. Ça se pourrait que je ne sache pas d'avance combien d'éléments je vais générer. Donc, mon count doit nécessairement exécuter la fonction génératrice au complet. Okay. Donc, voici ce qui se passe quand on fait un count. On l'a ici. On exécute le writeLine qui est ici. On exécute le writeLine qui est ici. On exécute la fin. Puis seulement une fois qu'on a exécuté tout, la fonction, on est capable de dire, ah voilà, on a généré 3 éléments. Donc, on affiche le count ici de 3. Maintenant, la fonction génératrice nous permet de créer ce qu'on appelle des générateurs infinis. Donc, puisque la collection est potentielle, puis que les données sont générées à la demande, ça permet de créer des générateurs infinis qui vont générer un nombre infini, potentiellement infini de nombres. Okay? Donc ici, on a un exemple de générateur infini. Donc, suite infinie, i énumérable int, donc une suite d'entiers ou un flux infini d'entiers. On commence avec i égale 1, puis après ça, on fait une boucle infinie, forever, yield return i++. Okay. Donc, qu'est-ce que ça va générer? Ça va commencer par générer 1, après ça va générer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis tant qu'on demande des nombres, tant que le générateur, on demande des nombres au générateur, tant qu'il va nous en fournir 1 million, 1 milliard, il s'arrêtera jamais. Okay. Sauf que nous autres, on peut décider d'arrêter le générateur, mais en arrêtant de générer des nombres. Donc ici, on a pour chaque i provenant de la suite infinie, qui est un flux de données, si i est plus grand que 10, on fait un break. Donc, on s'arrête dès qu'on génère un nombre qui est supérieur à 10. C'est notre façon d'arrêter le programme de générer des nombres. Après ça, on fait un writeLine. C'est ce qui nous permet d'afficher 1 à 10. Par contre, on peut geler le programme avec une boucle infinie. Donc, si on fait par exemple console.writeLine, suite infinie.count, alors on prend la suite infinie ici, puis on fait un count. Ben, un count, on l'a dit, il faut exécuter la truc au complet pour savoir combien d'éléments on va générer. Ici, on en génère une infinité. Donc, le count n'arrêtera jamais. Le count va être dans la boucle ici infinie et on n'arrêtera jamais. Donc, ici, le programme va geler. Alors, il existe deux méthodes qui sont des fonctions génératrices qui sont disponibles dans le langage C# dans la classe énumérable du namespace system.link. Alors, ces deux méthodes-là, c'est des fonctions génératrices statiques ou des méthodes génératrices statiques. Et l'une d'entre elles s'appelle range, l'autre s'appelle repeat. Alors, ici, on a un exemple de range, ici, on a un exemple de repeat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un for each pour chaque i dans énumérable.range 510. Ça veut dire qu'on fait un range. Un range d'éléments, c'est un éventail d'éléments qui part de 5, puis on génère 10 éléments à partir de 5. Ça veut dire qu'on va générer 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. On génère 10 éléments consécutifs à partir de 5. OK? Puis, si au lieu de faire ça, on fait un repeat, on génère le même élément un certain nombre de fois. Donc ici, si on fait un repeat 5, 10, on prend l'élément 5, puis on le répète 10 fois, comme vous voyez ici. Okay. Donc range, repeat. Maintenant, on va parler de filtrage de données. Okay. Donc filtrer des données, c'est quoi? C'est éliminer certaines d'entre elles pour conserver seulement les éléments souhaités. Donc, il y a possibilité d'utiliser une fonction génératrice pour filtrer les données qui proviennent d'une énumération. Donc, par exemple, ici, on a un main, on a un for each, on a un range de 10 pour 21 éléments. Donc, à partir de 10, on génère 21 éléments. Ça veut dire qu'on va générer 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 30. OK? De 10 à 30. Après ça, ce range-là, on va le filtrer. On va le filtrer pour ne conserver que les nombres pairs, okay, avec la méthode filtrer pair. Donc, avec la méthode filtrer pair, on va filtrer notre range d'éléments qui part de 10 jusqu'à 30. Okay. Et on va faire un writeLine, ce qui fait qu'on va afficher en réalité les éléments 10, 12, 14, etc. Okay. Donc, maintenant, de quoi ça a l'air la méthode filtrer pair? Et la méthode filtrer pair, elle filtre une énumération d'entiers, puis elle retourne une énumération d'entiers. Okay. Donc, on a un flux d'entiers en entrée, on a un flux d'entiers en sortie. Donc, un filtre fonctionne toujours comme ça. Il part d'un flux en entrée, puis il retourne un flux en sortie. Ici, c'est un flux d'entiers. Donc, notre flux d'entrée, c'est un ensemble de nombres. Alors, pour chaque nombre qui provient du flux, qu'est-ce qu'on fait? Si le nombre est pair, alors on le retourne. Sinon, on fait rien. Donc, il n'est pas retourné. Ça veut dire qu'il ne sera pas dans le flux de sortie. Il va être dans le flux de sortie seulement s'il est pair. OK? Donc, pour chaque nombre qui fait partie du flux d'entrée, si le nombre est pair, alors on le retourne. Donc, on le met dans le flux de sortie. Sinon, on le met pas, on fait rien. Ça fait qu'il ne se retrouve pas dans le flux de sortie. Donc, ça a pour effet de filtrer les nombres pour ne conserver que les nombres pairs. Donc, c'est possible de généraliser la fonction filtrer pair en passant un prédicat en argument. Okay? Donc, ici, on a toujours le même for each. Donc, pour chaque i dans filtrer entier, cette fois-là, au lieu de filtrer pair, c'est filtrer entier. Okay? On a toujours notre range d'éléments qui part de 10 jusqu'à 30. Donc, 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 30. Et on passe une méthode ici qui nous indique quels sont les éléments qu'on veut conserver. Donc, on veut conserver uniquement les entiers du range qu'il y a là, de ce flux-là. On veut conserver uniquement les entiers pour lesquels cet entier-là, modulo 2, est égal à 0, c'est-à-dire tel que l'entier est pair. Donc, on filtre les entiers de notre flux ici, qui est un range de 10 à 30, pour ne conserver que les éléments qui sont pairs, et on fait un writeLine. Donc, évidemment, ça va afficher 10, 12, 14, jusqu'à 30, la même chose qu'avant. Voici maintenant de quoi aurait l'air notre méthode filtrée entier. Donc, toujours, on a un flux en entrée d'entier, un flux en sortie d'entrée d'entier, et en plus, on a un prédicat qu'on a comme deuxième argument. Ce prédicat-là est un prédicat d'entier verbooléen pour savoir si un entier doit être conservé ou pas. Okay, donc ici, notre prédicat, on dit qu'on conserve juste les pairs, mais on aurait pu conserver juste les impairs, on aurait pu conserver les multiples de 5, on aurait pu conserver les nombres premiers, etc. Okay, donc c'est un prédicat, c'est un critère, si on veut, qu'on applique à nos nombres pour savoir lesquels on conserve, lesquels on ne conserve pas. Alors pour chaque nombre qui fait partie du flux, qui est ici, si le nombre satisfait le prédicat, donc si c'est vrai que le prédicat s'applique à ce nombre-là, alors on retourne ce nombre, on retourne le nombre en question, sinon on fait rien. Donc, les nombres qui vont être passés dans le flux de sortie, ça va être uniquement ceux qui vont satisfaire le prédicat. Alors, on va généraliser encore notre méthode. Donc, l'idée ici, c'est qu'on s'amuse à généraliser, ce que C# permet de faire. Okay?
Donc ici, on est parti d'une méthode qui filtrait juste les paires pour aller vers une méthode qui filtre uniquement les entiers, pour se rendre vers une méthode qui permet de filtrer n'importe quel type T, pas juste les entiers. On pourrait filtrer des doubles, on pourrait filtrer des personnes, on pourrait filtrer, des caractères. Donc, on peut filtrer n'importe quoi. Donc, on a une méthode qui est générique. OK? Donc, en C#, on peut définir des fonctions génériques, c'est-à-dire applicables à n'importe quel type T. Comme je l'ai dit, ça peut être des entiers, ça peut être des caractères, ça peut être des personnes, ça peut être des comptes de banque. Donc, pas uniquement à des entiers, des caractères ou autres. Okay? Donc, voici comment on peut faire ça. Vous avez votre méthode ici, qui est celle qu'on avait définie à la diapo précédente, okay, qui est exactement la même, et on va la généraliser en la rendant générique. Donc, à chaque fois qu'il y a un int qui apparaît quelque part, on va remplacer le int par t, qui veut dire n'importe quel type. Okay. Donc, le int devient un t. Cependant aussi, ici, on va aussi rajouter le t après le nom de la méthode, parce qu'il faut absolument faire ça pour indiquer à C# que c'est un type générique. Okay. Donc, on rajoute le t ici après le nom de la méthode qu'on va appeler filtrer. Le int ici est remplacé par un t, puis le int ici est remplacé par un t. Le reste ici reste le même, le corps de la fonction reste le même. Okay. Donc, c'est une méthode générique pour chaque énumérable de type t. Donc, t peut être n'importe quoi, une énumération d'entiers, de booléens, de comptes de banque, etc. Filtrer ce type-là à partir d'un flux de ce type-là et d'un prédicat qui s'applique à ce type-là. Okay. Donc, pour chaque item dans la liste des items, si le prédicat s'applique à l'item, on retourne l'item. Donc, on le met dans le flux de sortie. À partir du flux d'entrée, on le met dans le flux de sortie. Donc, il faut absolument, encore une fois, pour qu'une méthode devienne générale ou générique, il faut mettre le type T après le nom de la méthode. Il faut remplacer tout le type qu'on veut généraliser par T. Donc, comment on ferait maintenant pour utiliser notre méthode générique, notre fonction générique? Ça s'utilise comme n'importe quelle autre fonction. Okay? Donc, par exemple, si on veut filtrer les nombres pairs, ben, on ferait exactement comme ça. Pour chaque i dans filtrer énumérable.range 10 à 21, puis ici, on passe notre prédicat qui s'applique aux entiers pour ne retenir que les nombres pairs. Okay? Et si on veut filtrer des caractères, mais c'est la même chose. Pour chaque i dans filtrer 1, 2, 3, go, tel que le caractère, c'est un digit. Donc, on a de cet ensemble de caractères, de cette séquence de caractères-là, on ne retient que les digits, c'est-à-dire les chiffres. Donc, quand on va filtrer les caractères, on va obtenir juste 1, 2, 3, parce qu'on a conservé uniquement les chiffres parmi l'ensemble des caractères qu'on a ici. Okay? Donc, on voit que la fonction filtrer s'applique tout autant à des entiers qu'elle peut s'appliquer à des caractères. Donc, on n'a pas besoin de définir une fonction filtrer entier, filtrer caractère, filtrer double, filtrer décimal, filtrer string, filtrer compte, etc., filtrer personne. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin d'une seule méthode générique, comme on l'a défini ici, qui, elle, peut s'appliquer à des entiers, des caractères, des strings, etc., 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 etc. OK? Ensuite de ça, on va définir ce qui s'appelle une méthode d'extension. OK? En C#, on peut définir des méthodes statiques qu'on appelle méthodes d'extension. La seule chose qu'on a à faire pour qu'une méthode statique devienne une méthode d'extension, c'est préfixer son premier argument par le mot-clé this. Donc ici, on a notre méthode générique. Puis, la seule chose qu'on a fait pour en faire une méthode d'extension, c'est qu'on a rajouté this devant son premier argument ici. Alors, en faisant ça, ça fait en sorte qu'on peut, OK, si je m'en vais ici, ça va faire en sorte qu'on peut appeler notre méthode d'extension comme si c'était une méthode d'instance. Okay? Donc, c'est l'avantage d'une méthode d'extension, c'est qu'on peut l'appeler comme si c'était une méthode d'instance. Donc, on n'a pas besoin de mettre la méthode, regardez ici, là. Ici, on faisait filtrer énumérable range, Donc, il faut filtrer l'argument qu'on a ici. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait énumérable.range, puis après ça, on applique filtrer
avec le prédicat. OK? Donc, ça se lit mieux. On a un range d'énumérables qu'on va filtrer basé sur le fait qu'on veut que ça soit pair. OK? Donc, ça se lit mieux. OK? Donc, pour chaque entier i, ou chaque variable i, qui est dans le range 10 à 30, ou 10, 21 éléments générés à partir de 10, qui donne 10 à 30, filtrer les éléments pairs. Donc, conserver uniquement les éléments pairs. Même chose ici, filtrer les caractères. Donc, pour chaque variable i, dans la string qui est ici, qui est une collection de caractères, filtrer tel qu'on conserve uniquement les chiffres. Après ça, on filtre tel qu'on conserve uniquement les caractères qui sont plus grands que 2. Okay? Donc, on filtre 2 fois. On commence par filtrer pour ne conserver que les chiffres, et ensuite, on ne veut conserver que les chiffres qui sont plus grands que 2. Donc, on va obtenir quoi? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, go. On va retenir uniquement 1, 2, 3, 4, 5 pour isDigit. Puis après ça, ici, avec cet autre critère-là, qui est un autre prédicat, on va conserver uniquement 3, 4, 5. Okay? Donc, le fait d'avoir un filtré qui est une méthode d'extension, ça permet d'enchaîner un filtre avec un autre filtre, avec un autre filtre. Donc, on peut enchaîner les méthodes, ce qui est aussi un avantage considérable qu'on n'a pas avec les méthodes statiques, qui sont pas des méthodes d'extension. Okay? Parce que pour l'écrire de façon statique, il faudrait faire filtrer, ouvrir parenthèse, filtrer, ouvrir parenthèse, puis mettre cette affaire-là dedans. Ça devient beaucoup moins lisible, beaucoup moins lisible. Okay? Donc, vous trouvez peut-être que la fonction génératrice ou méthode génératrice générique et d'extension filtrée est utile. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous n'êtes pas tout seul. Okay? Cette méthode-là, en fait, elle fait déjà partie de C#. Okay? Donc, j'ai fait un peu par exprès pour vous faire cheminer à partir de 0 comment on peut coder la méthode filtrée. Okay? Maintenant, ce que je vous dis, c'est que cette méthode-là existe déjà dans C#. Okay? Donc, cette méthode-là fait partie d'un arsenal de méthodes hyper puissants qui est la librairie standard system.link. Okay? Dans cette librairie, la méthode filtrée s'appelle where. Donc, on va l'étudier, en fait, on va étudier la librairie link dans un prochain document. En fait, le cours qui va suivre ce cours-ci, ça va être consacré à la librairie link. Okay? Donc, le code que vous avez ici, où on appelle notre méthode filtrée, on peut le remplacer en utilisant where, qui est une méthode qui existe déjà dans C#. Donc, on met where ici. C'est exactement la même chose. On change absolument rien. La méthode where, c'est exactement la méthode filtrée qu'on vient de coder dans les diapos précédentes. C'est exactement la même chose. Okay? Donc, petite question. Ça serait quoi la séquence générée par énumérable.repeat 10.5? Alors, ça va être 10, 11, 12, 13, 14. Donc, on génère 5 éléments en commençant à 10. Énumérable.repeat A5. On va générer 5 éléments à partir de la lettre A, majuscule. A majuscule, B majuscule, C majuscule, D majuscule, E majuscule. Énumérable.range. Ah non, ici, excusez, c'est repeat range. Oh mon Dieu. Bon, recommençons. Repeat 10.5, ben ça va être 5 fois 10. 10, 10, 10, 10, 10. Puis range 10.5, ça va être 10, 11, 12, 13, 14. Après ça, repeat A5, ça va être A, 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 A. Puis si j'avais fait range A5, ça aurait été A, B, C, D, E. Donc maintenant, range moins 10, 11, qu'est-ce que ça va faire? Moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, etc. jusqu'à moins 1, 0. Donc, énumérable.range 100 where n modulo 10 est égal à 0. Donc, en fait, on veut les multiples de 10 en partant de 1 jusqu'à 100. Donc, ça va être 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Orienté objet, where is lower, where C
est plus petit que K. Donc, tous les caractères ou les lettres qui sont minuscules et qui sont plus petites que K. Donc, on va avoir I, E, E majuscule, E, accent aigu, probablement qu'il sera pas là, mais bon, je vous laisse, c'est parce que le code de caractère de E accent aigu va probablement être plus grand. Mais, ça dépend, là, ça dépend comment C# décide de considérer le accent aigu. B, J, E. Okay. Donc, résumé. Une fonction génératrice ou un générateur, c'est une fonction qui permet de générer un flux de données à la demande. Ça doit retourner un i énumérable avec des yield return. Ça effectue une évaluation paresseuse, donc les données sont générées au fur et à mesure, donc seulement si on les demande. Par conséquent, par rapport à une liste, un array, une string, count, c'est une méthode qui devient coûteuse, okay, parce qu'il faut générer tous les éléments pour pouvoir les compter. Okay, si vous faites un count comme ça, puis que l'élément, la structure sous-jacente, c'est pas un flux de données, mais c'est une liste, ben le count va être efficace. Okay. Mais si c'est un flux de données, le count va être inefficace. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Element at, c'est la même chose. Ça peut devenir coûteux quand on essaie d'accéder aux éléments qui sont situés loin dans le flux. Donc, on peut aussi définir ce qu'on appelle des générateurs infinis à cause du fait que les éléments sont générés à la demande. Donc, la classe statique énumérable de système.link définit deux générateurs standards, range et repeat. Donc, une méthode générique, c'est une méthode qui s'applique à n'importe quel type T. Donc, on doit absolument faire suivre le nom de cette méthode-là par petit t plus grand. En fait, t, c'est pas obligé d'être t. Okay? Ça peut être q, ça peut être a, ça peut être machin. Okay? Mais l'important, c'est que si vous utilisez machin, il faut que ça soit machin partout. Okay? Mais par convention, la plupart du temps, c'est t. Donc, une méthode d'extension, c'est une méthode statique qu'on invoque comme une méthode d'instance. Okay? Ça rend le code plus lisible, ça permet d'enchaîner les appels de méthode. Il faut absolument préfixer le premier argument par 10. Donc, la puissante méthode génératrice d'extension et générique where de système.link permet de filtrer les éléments d'un flux de données quelconque en lui fournissant un prédicat. Si maintenant vous regardez la documentation en ligne, vous allez voir ici la documentation en ligne de la méthode where sur le site de Microsoft. Okay? Donc, avec ce que vous avez appris dans ce document, vous devriez normalement être en mesure de comprendre ce que vous allez lire ici comme signature. Okay? Donc, si, par exemple, on contraste la signature de la méthode where avec la signature de la méthode filtrée qu'on a codée, on voit que c'est pratiquement la même chose. Public, statique, system.collection.generic.enumerable tsource, enumerable t. Donc, nous autres, on l'a abrévié comme ça, mais les autres ici, ils l'ont écrit au complet en mettant les packages dans lesquels ils sont. En fait, les namespaces dans lesquels ils sont. Après ça, where, le type, au lieu d'appeler T, il appelle T source pour dire que c'est le type du flux source. Okay? Donc, le type du flux en entrée. Donc, filtrer T ici, qui est équivalent à where T source. Après ça, on a le 10 qu'on a ici. Après ça, on a encore system.collection.generic enumerable T source. Donc, encore une fois, on a le 10 enumerable T P item. Donc, les items qu'on reçoit en entrée. Donc, ici, Microsoft a mis source à la place. Après ça, function, tsource bool, prédicat. OK. Function, tbool, prédicat. Donc, c'est la même chose. Donc, la signature qu'on a pour la méthode filtrée, c'est exactement la même, à part les noms qui sont un peu modifiés, que celle que vous avez pour where dans le code source dans la documentation officielle de Microsoft. Alors, c'est la fin. Merci pour votre attention.